Bienvenue dans ce numéro spécial de PAF consacré tout entier au débriefing du premier tour de la primaire de la droite et du centre qui a vu, vous le savez, la victoire surprise, diront certains, de François Fillon devant Alain Juppé et puis l'élimination de Nicolas Sarkozy. Alors, on va revenir sur les raisons de cette victoire, sur ce qui va aussi se passer au deuxième tour et puis peut-être plus généralement sur l'élection présidentielle qui est maintenant lancée. Et pour en parler, Jean-Charles Lajoigny, éditeur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Stéphane Monson, de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour Patrice. Florence Mercadet, qui est avocate au barreau de Versailles. Bonsoir Patrice. Et Sophie Primas, vous êtes sénateur des Yvelines et maire d'Aubergenville. Bonsoir. Et sénateur LR et soutien de François Fillon. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas, il y a 2 jours, j'imaginais que j'allais vous demander pour qui allez-vous voter au deuxième tour. Est-ce que ça sera pour Sarkozy ou pour Juppé? Eh bien, ça sera pour Fillon. Et ça sera donc pour Fillon. Là, Voilà, le problème sans ne hésitation. se pose pas. Ouais. Alors, on va parler évidemment des raisons de cette victoire, des explications qu'on donne maintenant a posteriori, parce que personne ne les avait venues avant. Oui, Mais c'est plus il y a facile. une chose quand même que j'avais déjà remarqué, c'est le soutien apporté à François Fillon par beaucoup de parlementaires. Et beaucoup des de députés, et sénateurs. notamment beaucoup de sénateurs. beaucoup de Alors, sénateurs. pourquoi il y a toujours eu ce soutien, qui ne s'est jamais démenti? Il n'y a pas eu toujours le soutien dans l'opinion, il était très bas dans les sondages, mais il y avait toujours le soutien des élus. Il y a toujours eu un soutien extrêmement important des sénateurs, alors peut-être sous l'impulsion aussi de Gérard Larcher, Oui. qui est notre président du Sénat, Sénat, qui est pro-Fillon. Hein, qui est pro-Fillon, mais également de Bruno Retailleau, qui est notre président de groupe Oui. au Sénat. Mais il y a une forme de fidélité à François Fillon, probablement parce qu'il y a une fibre gaulliste très importante en réalité au Sénat, et que probablement Fillon représente aujourd'hui celui qui incarne mieux cette stature de président qui est la stature que l'on connaît dans la Ve République. Et c'est vrai qu'il y avait déjà ce soutien des parlementaires du temps où il était Premier ministre. Absolument, absolument. Qui ne s'est jamais démenti. Qui ne s'est jamais démenti. On a toujours eu des relations extrêmement construites. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup les parlementaires. Lui-même, il a été parlementaire et député, bien sûr, et il a été sénateur. Donc, il connaît bien les chambres. Il respecte énormément le Parlement. Il travaille beaucoup avec les parlementaires. Et donc, ça crée des éléments de confiance, des éléments de loyauté dans la durée qui payent aujourd'hui. Alors, on parlera peut-être de son programme tout à l'heure, mais les parlementaires ont participé à la construction de ce programme? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors déjà, il a sillonné, il le dit souvent, mais c'est une réalité, dans la discrétion médiatique, il a sillonné pendant 4 ans la France. Il s'est un petit peu reposé après les élections présidentielles de 2012, puis ensuite, il a pris son sac à dos. Oui, il a pris son sac à dos et est allé sillonner la France. Donc il s'est appuyé sur les parlementaires et on lui a fait rencontrer toutes les forces vives qui sont en France, dans toute leur diversité, dans toutes leurs attentes, quelquefois dans toute leur colère aussi. Il a passé quelques moments un peu compliqués avec certaines professions, à certains endroits, et il a vraiment pris la température, écouté ce dont le pays avait besoin, et il est reparti avec le mot liberté, et à partir de ce mot liberté, il a construit son programme avec des parlementaires autour de lui. On n'était pas 300 millions, hein, mais on était un certain nombre à l'aider à travailler. Ouais. Voilà, oui. Alors, on va essayer d'expliquer ce succès de François Fillon. Je disais quand même, maintenant, c'est vrai qu'on entend tous les commentateurs qui, a posteriori, l'expliquent très facilement, mais enfin, quand même, personne ne l'avait vu venir, non? Ben, oui, ça, je crois que c'est indéniable. Quelqu'un qui dirait... On aurait même eu pardon, excusez-moi, mais tous les arguments aujourd'hui pour expliquer pourquoi il n'était pas au deuxième tour. Enfin, avec autant d'assurance. La seule chose qu'on avait pu noter depuis assez longtemps, c'est que comme il était extrêmement bas dans les sondages, moi, c'est l'analyse que je faisais. Je me disais, vu l'étiage auquel il est, on avait l'impression que c'était le seul qui bossait et qui se disait, si je veux m'en sortir, il faut que j'ai un véritable programme. Alors que, effectivement, tous les autres candidats, ils se voyaient au deuxième tour sans problème en disant, de toute façon, l'idée, c'est juste d'arriver et notre seule personne va suffire. Alors qu'on voyait bien que Fillon, lui, il avait construit quelque chose de solide. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord sur ce truc, mais au moins, il y avait
quelque chose. Et ça, je pense que c'était extrêmement rassurant pour les électeurs, pour les gens qui disent, OK, on peut discuter des choses, mais au moins, il a construit des choses. Et puis, on a vu aussi, au fur et à mesure de la campagne... Il y a eu les débats, quand même, non? Il y a eu les débats, mais même avant les débats, on a bien vu aussi Juppé comme Sarkozy qui piochaient dans le programme de Fillon. Ah ben tiens, ça, c'est pas con, allez, on peut le prendre, etc. Donc, et ça, je pense aussi que les gens l'ont réalisé. Ils ont dû se dire, tiens, c'est marrant, il a une plateforme, il a un programme, il a un vrai truc, il a bossé, c'est le seul qui est bossé. Et puis maintenant, tout le monde se sert comme une espèce de supermarché Fillon de la politique où les autres venaient. Donc voilà, ça je pense que c'était vraiment notable. Et ce travail, on l'a bien vu au travers des 3 débats, parce que je trouve que c'est dans les débats, c'était celui qui était le plus précis, qui était le plus carré sur ses propositions et sur son programme par rapport à que ce soit Nicolas Sarkozy ou Juppé, qui ont été quand même relativement flous. Et je trouve qu'il est bien passé entre les deux, puisque Juppé et Sarkozy quand même ont eu tendance pas mal à s'accrocher. Alors, il a profité, Fillon a profité, il est passé au travers. Probablement aussi de combats mais en étant, moi, je l'ai découvert au travers de ces 3 débats. Je le voyais effectivement pas venir avant, et dans les débats, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a bien travaillé, qui a un socle solide et qui a une carrure de président, contrairement aux autres qui pouvaient être... Et donc on l'a senti monter. Jamais j'aurais... Ni Juppé ni Sarkozy ne l'avaient, ça pour le coup. C'est pas parce qu'on a été président qu'on a forcément une carrure. Enfin... Non, moi, personne... j'ai le droit de dire ce que je pense. Je trouve que c'est celui... Non, mais je pense ils ont tous les trois une carrure de président avec des incarnations de la fonction présidentielle très différentes. Voilà, et des expressions de la fonction présidentielle assez différentes. Nicolas Sarkozy, on le connaissait, on l'avait pour le coup déjà connu, donc on savait ce que c'était qu'un président de la forme de Nicolas Sarkozy. Alain Juppé, il est sur le théâtre des opérations, si j'ose dire, depuis très très longtemps. On sait aussi ce qu'il incarne. Oui, mais Fillon était souvent... Plus jeune député de France. Oui, plus jeune député de France, mais comme vous le disiez parfaitement, les Français ne le connaissaient pas, parce que pendant le quinquennat Nicolas Sarkozy, il était quand même dans l'ombre de Nicolas Sarkozy. Il était celui qui travaillait dans l'ombre de Nicolas Sarkozy. Oui, il en a souffert, mais c'était aussi une forme de loyauté au président de la République, sous ce quinquennat rénové, où on a l'Assemblée et le président de la République élus en même temps. Le président de la République est en première ligne. Voilà, et le président est plus en première ligne qu'il ne l'était auparavant. Souvenez-vous du succès qu'a eu son ouvrage. Alors c'est un indice qui n'est peut-être pas très déterminant, parce que c'est vrai qu'il a été le bouquin de Sarkozy, médiatiquement avec ses files d'attente, etc. A semblé connaître un succès. Enfin, il faudrait. Pas connu, connu un réel succès. Mais Fillon, effectivement. Alors le bouquin de Fillon avait fait un carton et ça ne prenait pas dans les sondages. Ça ne prenait pas dans les sondages. On en avait ici parlé à l'époque. Pour pointer justement ce succès assez inattendu et assez considérable. Et ça, si je peux me permettre, c'était quelque chose que nous ne comprenions pas. C'est-à-dire qu'en tant que parlementaires du territoire, investis très lourdement dans la campagne, faisant des meetings des fois devant 50, 60, 70 personnes, lorsqu'on était en porte-parole on avait une adhésion de gens que nous ne connaissions pas d'abord, la présence de gens que nous ne connaissions pas d'habitude dans les meetings, de rassemblements, de gens qui venaient s'intéresser, et on voyait bien qu'il y avait un engouement, et en même temps, effectivement, au départ, ça ne prenait pas, et on se disait, on ne comprend pas ce décalage entre finalement l'adhésion des gens qui sont là, et puis quelque chose qui ne bouge pas dans l'expression des sondages. Alors, il a probablement payé pendant un certain temps le fait d'avoir été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, donc le co-responsable au fond de ce que les autres appelaient l'échec du quinquennat quand même. Oui, mais je pense qu'il a extrêmement pendant bien... longtemps, on s'est dit mais comment il va pouvoir se départir de cette responsabilité. Je pense que contrairement à certains ministres qui étaient ses adversaires dans ce premier tour, François Fillon a toujours revendiqué le quinquennat avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il l'a fait très habilement en disant j'étais son Premier ministre et tout ce qu'il a fait, on l'a fait ensemble. Et donc je revendique tout ce qu'on a fait bien, les réformes qu'on a faites ensemble, et puis celles qu'on a moins bien réussies ou celles où on aurait aimé aller plus loin. Et je crois que c'était un bon positionnement, c'est-à-dire de ne pas renier ce qu'il avait fait et ce qu'il était. Je pense que c'était une bonne chose. Là, je peux peut-être parler au sociologue. Pardon, Stéphane, non, c'est vous, notre sociologue. Non, mais est-ce qu'il ne correspond pas, avec sa stature assez calme, assez posée, certains disent un peu déprimant, mais à une période, Sarkozy est agité par rapport à ça. Est-ce qu'on n'a pas besoin, alors il y avait Juppé qui avait ce rôle-là, mais peut-être un peu plus âgé, mais de la personne sur laquelle un peu solide, dans une période troublée. Ça entre en compte, il y a
pas une posture, une stature traditionnelle. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des électeurs, des électeurs de la droite la plus classique, la plus traditionnelle, qui, en résumé, disaient il y a une certaine forme, pardon, mais de vulgarité chez Sarkozy qui est extrêmement déplaisante. Oui, il est plus conforme. Et François Fillon est évidemment plus conforme de ce point de vue-là, peut-être à une espèce de, j'ose pas dire de RPR vintage, mais il y a quand même ça aussi d'un peu rassurant. Il est moins clivant. Voilà. Et alors, vous parliez, en effet, il y a quand même une habileté très forte de François Fillon, parce qu'il a endossé, en effet, le quinquennat Sarkozy sans sourciller. Mais en même temps, je crois que l'image, c'est une réalité, mais qui était démultipliée par Sarkozy. L'image de l'hyper-président l'a aussi beaucoup servi, François Fillon. Cet hyper-président qui, soi-disant, faisait tout. Avec son collaborateur. On se doute bien qu'en réalité, ça n'était pas le cas. Avec un Fillon qui était réduit à l'état de simple collaborateur. Je pense que aussi les gens se sont dit, mais finalement, ce qu'il y a à mettre au débit de ce bilan n'est peut-être pas imputable à Fillon. Ce qui n'était quand même pas la réalité, parce que moi j'étais députée entre 2010 et 2012. J'étais députée avant d'être sénateur au décès d'Henri Cuq. Et véritablement, moi j'étais très impressionnée en tant que jeune députée, nouvelle parlementaire et nouvelle députée, très impressionnée par l'autorité naturelle de François Fillon. Aux réunions de groupe le mardi matin, quand François Fillon prenait la parole, après Jean-François Copé qui était notre président de groupe, vraiment le silence se faisait et il y avait une forme d'autorité naturelle sur l'ensemble du groupe parlementaire qui, moi, à l'époque, m'avait beaucoup impressionnée et dont je tire probablement mon admiration pour lui. Parce que vous êtes filloniste depuis combien de temps, alors? Je suis filloniste depuis toujours, en réalité. Voilà, oui, je suis filloniste depuis toujours. D'accord. Voilà. Il y en a un qui n'a rien vu venir non plus, c'est notre président, François Hollande, dans le bouquin qui écrit, le bouquin des deux journalistes. Il écrit, alors bon, de toute façon, ça sera bien à l'évidence, ça sera Juppé-Sarkozy, Fillon n'a aucune chance. Une clairvoyance pareille, ça va se faire. On parlera peut-être de Hollande tout à l'heure, parce que peut-être qu'il a regardé la soirée d'hier soir. Oui, pardon. Quel était le pronostic de Christiane Taubira, Jean-Charles? Ah ben, on l'attend. Je n'ai pas entendu s'exprimer encore. Mais... C'est une plaisanterie privée, on va dire. Alors, c'est comme le Vélodrome. Voilà. Il y a eu les qualités dont on vient de parler. Il y a quand même le fait est-ce que vous ne pensez pas quand même que ces primaires ont quand même été un référendum pro ou anti-Sarkozy, ceux qui voulaient qu'il reste et ceux qui voulaient qu'il parte? Oui, alors moi j'étais assez contente ce matin dans les premières analyses qui étaient faites par la presse et par les instituts d'études de voir qu'en fait 70% du vote Juppé serait un vote contre Nicolas Sarkozy, alors que ce vote contre Nicolas Sarkozy ne serait que de 40% pour François Fillon et que le reste se fait sur les convictions. Donc le vote d'adhésion pour François Fillon est bien plus fort que celui qui a été fait pour Alain Juppé. Et je pense que ça correspond vraiment à la réalité, cette France un peu silencieuse qu'on avait oubliée, voilà, et qui ne s'exprimait pas jusqu'à il y a 3 semaines. Et puis ce qui est évident, c'est que tous les gens de gauche, en revanche, qui sont allés voter, eux sont tous allés voter pour faire barrage à Sarkozy. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Mais dans ce que vous dites, il y a aussi cette analyse qui est possible, c'est qu'il était aussi... plus proche dans ce qu'il proposait de Nicolas Sarkozy qu'Alain Juppé, et par conséquent, les gens qui ne voulaient pas de Sarkozy forcément se reconnaissaient peut-être dans ce que propose François Fillon. Oui, je pense, et d'ailleurs ça se concrétisera, je pense, au deuxième tour par, je pense, un bon report entre les votants de Nicolas Sarkozy et sur le vote de François Fillon. Mais vous savez, on parlait tout à l'heure avant l'émission, on échangeait mais par exemple sur les Yvelines, c'est assez étonnant parce que Sarkozy est assez faible dans les Yvelines. 14%, oui, dans les Yvelines. Avec un président du Conseil général qui est sarkozyste. Qui est sarkozyste et qui ce matin s'est déterminé pour François Fillon. Voilà. Mais ce qui est très étonnant, c'est que sur les 264 bureaux de vote, lorsqu'on regarde les bureaux de vote où Alain Juppé est arrivé en tête, eh bien, il s'agit des bureaux de vote qui sont plutôt des bureaux de vote situés dans ce qu'on appelle communément les quartiers.
Vous avez Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Chanteloup, Trappes. Certains de ces bureaux de vote-là se donnent la préférence à Alain Juppé et sont quasiment exclusivement situés dans des quartiers de grandes villes, des quartiers un petit peu difficiles. Et donc là, on sent bien effectivement le poids d'un vote qui est plutôt un vote de gauche, voilà, anti-Sarkozy. Et est-ce que vous voulez dire, si je vais plus loin dans votre propos, c'est que ces gens-là qui se sont déplacés au premier tour pour faire barrage à Sarkozy en votant Juppé ne se déplaceront peut-être pas au deuxième tour parce que c'est plus leur problème? Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Ce que je sais dans les échanges que j'ai eus, voilà, ce que je sais dans les échanges que j'ai eus avec quelques socialistes aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils avaient des consignes pour dire allez voter parce qu'on ne veut pas de Nicolas Sarkozy au deuxième tour, mais le deuxième tour étant ce qu'il est aujourd'hui, la consigne est donnée en disant restez chez vous et laissez-les se débrouiller. Voilà. On aura maintenant un troisième tour qui sera le premier tour de l'élection présidentielle. C'est assez curieux ce que vous dites. Enfin, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même. Ça laisse perplexe parce que l'intérêt de François Hollande, c'était que Sarkozy gagne. Bien sûr. Voilà, donc des consignes de gauche. Moi, j'aurais été de gauche, j'aurais été voté Sarkozy, mais voilà, mais justement qu'il y ait des consignes aux électeurs de gauche venant de gauche, mais le pour vote dire d'aller voter, je pense que ça c'est un arrangement politique, alors que véritablement, pour avoir pas mal discuté avec des gens de gauche, ils se disaient Hollande n'a plus de chance, voilà. Donc on ne veut pas se trouver dans une configuration où on aurait Nicolas Sarkozy contre Marine Le Pen et dans une configuration qui serait totalement impossible pour nous parce qu'on ne pourra pas voter Nicolas Sarkozy. Donc on préfère Juppé. Moins pire, quoi, si on peut dire. Si on doit avoir un deuxième tour droite contre Front National, eh bien autant que ça soit Juppé. Je pense que le vote de calcul tel que vous le faites, il est extrêmement minoritaire. Mais il peut exister, je pense. Il peut exister, mais enfin c'est assez après, moi, ce que je trouve quand même curieux, et là je m'adresse vraiment à la femme politique, mais je trouve vraiment bizarre que depuis maintenant 1 an et demi, on a l'impression que plus aucun parti politique et plus aucun homme politique ou femme politique n'envisage l'idée que le Front National ne puisse pas être... On a l'impression que c'est un fait acquis. Ne puisse pas être battu. Oui, qu'on ne lutte pas. On dit, bah oui, c'est un fait acquis. Le Front National sera là pour le second tour. Ouais. Et on a l'impression que tout le monde a baissé les bras. On dit, bah voilà, ils sont là. Non, on ne baisse pas les bras du tout. Puisque c'est l'impression que ça donne. Oui, ça donne cette impression-là peut-être, parce que la gauche est très faible, parce qu'elle est très dispersée, et qu'on se dit qu'elle sera probablement absente du second tour, parce qu'elle est très divisée. Je pense que c'est plus l'histoire de la gauche que l'histoire de la droite, qui pour la première fois de son histoire fait des primaires, et si elle fait des primaires, d'ailleurs certains d'entre nous ne sont pas contents, on voit Michel Alliot-Marie qui dit moi je vais y aller directement, on dit Henri Guénaud qui dit moi je ne comprends pas ces primaires, je vais aller directement aux élections présidentielles. Ils le font parce que ce n'est pas un exercice naturel pour la droite, et si nous on a accepté de faire les primaires, à l'initiative d'ailleurs de François Fillon, c'est parce qu'on sait que la gauche est très dispersée et qu'il y a une chance que le Front National soit plus fort que le meilleur de la gauche qui sortira. Est-ce que justement le Front National, on l'a senti un peu perdu par la première place de, je ne dis pas la victoire encore, parce qu'on va parler après de ce qui peut se passer entre les deux tours, mais la première place de François Fillon, parce qu'ils attendaient Sarkozy, enfin, en tout cas, c'était leur ennemi préféré, un peu comme Hollande d'ailleurs. C'est vrai que là, on a l'impression qu'ils ne savent pas encore tout à fait sur quel pied danser. Ils ont été pris de court comme les autres. Comme les autres, oui. C'est-à-dire qu'en bon coureur automobile, François Fillon s'est mis dans l'aspiration des voitures de tête, et puis au dernier moment, dans la ligne droite des Hunaudières, il a accéléré, et donc il a pris tout le monde de court, parce que personne ne l'avait vu arriver dans les rétroviseurs. Donc effectivement, que ça soit la gauche, que ça soit ses adversaires, ou que ce soit le Front National, ils sont un petit peu perdus dans l'analyse. Mais est-ce que vous pensez, les uns et les autres, d'ailleurs, que ça peut être comme Sarkozy l'a fait en 2007, quelqu'un qui peut justement aspirer quelques voix du Front National et faire baisser, justement, et faire en sorte que Marine Le Pen ne soit pas au deuxième tour? Non, enfin, en tout cas, moi, je suis quasiment certain qu'il y a des tonnes de gens qui ne pouvaient pas voter pour Juppé, enfin, qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce que propose Juppé, mais qui vont dire, bah, effectivement, je veux dire, on a envie qu'il y ait quand même des choses changent. Et là, le programme de Fillon, il est tout à fait attirant. Après, je pense que cet électorat-là est ravi de Fillon. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont sûrement déplacés en masse déjà là au premier tour. Et qu'après, bien évidemment, je veux dire, il y a quand même pour les gens, bon. Pour les 5% de gens qui sont vraiment d'extrême droite et qui de toute façon n'en démordront jamais, rien ne changera jamais. Il y aura toujours ces 5%. Il y a un socle fort. Voilà.
ce socle-là. Mais il y a quand même, maintenant, je ne sais plus, on crédite le Front National entre 25 et 30 en ce moment. Bon, mais je pense qu'il y a allègrement 15 ou 20% de gens qui seront ravis de quitter l'extrême droite, qui n'ont aucun lien vraiment avec l'extrême droite, qui simplement voulaient marquer un désaccord et qui seront ravis d'essayer d'aller juste vers une politique de droite. Alors, moi, ce que je vois, je connais pas trop mal la carte politique des Yvelines, c'est quand même dans les territoires où le Front National est très très élevé, c'est vrai qu'on a à la fois une bonne participation et des bons taux pour François Fillon. Alors est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je n'en sais strictement rien, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas, je m'attendais plutôt à un vote en faveur de Nicolas Sarkozy, pour dire les choses, et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et je vois les résultats aussi dans le sud de la France, voilà, dans le sud-est de la France, très faible. Nicolas Sarkozy est très faible, et en revanche François Fillon prend le devant, ce qui, alors là, pour le coup, encore plus inattendu que l'inattendu. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que le programme de François Fillon est quand même un peu plus à droite que celui de Nicolas Sarkozy? On va y venir tout à l'heure. Non, mais par rapport à Nicolas Sarkozy, pour expliquer le fait qu'une frange de justement qu'on parle de Nicolas Sarkozy, parce que c'est quand même l'événement. Non, mais c'est pour expliquer le dimanche, déport. Mais on va parler du programme après. Non, mais juste pour expliquer le déport de certaines personnes d'extrême droite vers plutôt François Fillon. Je ne suis pas sûr que ce soit sur une question de programme, moi, mais. Je ne sais pas. Non, je suis pas sûre de ça. Non, je suis pas sûre qu'il était plus à droite. C'est très libéral par rapport à ce que les électeurs du Front National, justement. Oui. Les électeurs du Front National ne sont plutôt pas libéraux. Mais il y a certaines valeurs. Il y a d'autres valeurs. Il y a des éléments de souveraineté nationale que François Fillon, sur lesquels François Fillon porte, et qui probablement sont séduisantes pour le Front National, mais dans un univers totalement différent du Front National, bien sûr, avec des méthodes totalement différentes. Il y a son livre, vaincre l'islamisme, etc. C'est quand même parfait. Non, je veux dire, oui, c'est vrai que. Non, mais François Fillon, c'est un candidat de droite. Non, mais indéniablement. C'est d'ailleurs. Mais ce bouquin, c'est le choix idéal, c'était le moment idéal pour le sortir. C'est ce que les gens ont envie de lire, d'entendre, de découvrir. Ça, c'est clair et net. Les gens sont tellement perdus face à cette problématique-là, face à des problématiques de politique étrangère qui sont extrêmement complexes, que le discours pendant les débats de François Fillon, qui est un discours toujours identiques, des positionnements toujours identiques par rapport à la Russie, par rapport aux États-Unis, par rapport aux chrétiens d'Orient, rassure les gens sur sa capacité à avoir une opinion et donner à la France un vrai rôle dans le concert international. Et donc je pense que ça, c'est effectivement plus le livre de nature à rassurer la population. Alors, un mot quand même sur Nicolas Sarkozy, parce que c'était quand même la grande information du scrutin de dimanche. C'est quand même son échec. Dans sa famille, ce qui est encore pire peut-être que quand on est battu au deuxième tour des présidentielles. D'abord, un mot peut-être sur le côté humain. Est-ce que vous, la membre du mouvement Les Républicains que vous êtes, il y a probablement quand même un peu de tristesse, non ? D'abord, je voudrais dire que moi, je l'ai trouvé extrêmement digne hier soir. Oui, il est très bon quand il perd. Hein. En fait, quand il avait perdu face à Hollande, il avait fait un discours remarquable, et remarqué d'ailleurs, un peu plus élégant que l'entrée de Hollande à l'Élysée, d'ailleurs, au passage, si je peux me permettre. Mais hier soir, pareil, il était dans l'émotion, il était dans la sincérité. C'était assez émouvant d'ailleurs. On le voyait, il était très ému, il était dans la sincérité. Et moi, j'ai pour Nicolas Sarkozy le plus profond respect. On peut aimer sa méthode ou pas, on peut aimer le personnage ou pas. C'est quelqu'un qui a compté dans la vie de notre pays parce que il a été président de la République, tout simplement, avec des scores assez importants, et qu'il a emporté un espoir dans notre pays. Moi, je suis respectueuse. J'ai travaillé avec lui dans le mouvement au moment de la création des Républicains. Donc, je sais le charisme, l'énergie, je sais sa détermination. Donc je trouvais que sa sortie était vraiment digne. Et oui, c'était un petit peu triste quand même. Oui, c'était un petit peu triste. C'était un petit peu triste. Les gens qui l'ont soutenu. Et autour de moi, j'avais des militants qui étaient engagés pour lui, qui étaient tristes. Et on était. Oui, parce qu'il y a un noyau dur quand même. Oui, dur mais pas fermé. Non, pas forcément. Dur mais pas fermé. Hier soir, des gens qui étaient quand même un peu désespérés par cette. C'est normal. Enfin, vous voyez, 14% dans les Yvelines, c'est vraiment pas beaucoup. Vous disiez, il a été très bon dans sa sortie, mais il a été très mauvais quand même dans la campagne, non ? Vous ne trouvez pas ?
Enfin, il avait quand même tout le monde contre lui. Enfin, non, mais il aurait été comme ça. Il aurait été comme ça, comme il a été hier, je veux dire. Oui, mais enfin, il avait tout le monde contre lui. C'était quand même fait exprès, vous croyez pas? Non, enfin, il avait quand même la presse contre. Il avait la totalité de la presse contre lui, la totalité de l'opinion autre que le cercle des Républicains. Tous les jours, il y avait une sorte de Sarkozy bashing. Enfin, c'était terrible. Je veux dire, il y a une sorte de haine, mais inexplicable. Il n'y a pas une pétition de Catherine Deneuve pour lui. Encore une fois, moi, je comprends très bien qu'on n'ait pas les idées de Fillon, de Juppé ou de Pierre-Paul ou Jacques, peu importe. Mais je veux dire, cette sorte de haine viscérale que beaucoup de gens ont développée. C'est quelqu'un qui attire soit la passion positive, soit la passion négative. C'est pas quelqu'un qui laisse indifférent. La passion négative, c'est une chose. La haine et le tombereau d'injures qui tombe sur lui sur les réseaux sociaux, etc. On se dit, les gens sont dingues à ce niveau-là. Je pense que la communication politique en 40 caractères est mortifère. Oui. Voilà, je pense que cette communication de l'instant où on veut être percutant, donc méchant, donc destructeur, est vraiment très très mauvaise pour et l'image politique et même le monde politique, parce qu'on se prend tous au jeu à faire nos petits tweets en 40 caractères, et c'est très mauvais, très très mauvais. Maintenant, je pense que Nicolas Sarkozy, dans sa méthode de gouvernance, est aussi quelqu'un qui clive beaucoup. On peut critiquer le fonctionnement de la justice, mais on ne critique pas les juges. On peut critiquer le fonctionnement de l'éducation nationale, mais pas les professeurs. Et je pense qu'il y a un moment, on peut avoir envie de changer. Voilà, et pas tous. Non, Stéphane, on peut. Non, mais je pense que la méthode de gouvernance de Nicolas Sarkozy, cette façon qu'il a de pointer des responsabilités directement sur des métiers ou sur des gens, fait que du coup, les gens soit l'adorent, soit le détestent. C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, et après tout en politique. Mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé de campagne? Parce que, quand même, vous disiez tout à l'heure, au fond, Fillon, il a fait une campagne. C'est un type de droite qui a fait une campagne de droite. Alors, il y en a un qui a fait une campagne un peu plus au centre, c'est Juppé. Un autre qui a fait une campagne plutôt à la droite extrême, c'est Sarkozy. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de campagne l'un et l'autre? Est-ce qu'il ne fallait pas se faire ce qu'a fait Fillon, c'est-à-dire une campagne de droite classique? Mais en fait, c'est le problème de la droite. Pourquoi avoir été chercher des électeurs qui n'étaient pas le noyau dur de son C'est le problème du positionnement de la droite depuis l'UMP. En réalité, on veut être un peu écolo, on veut être un peu à gauche, on veut sur les problèmes sociétaux, on veut être un peu le Front National aussi, et du coup, on ne sait plus où on est. Donc je crois que vous avez parfaitement raison. François Fillon, il a assumé des positions qui sont des positions historiques de la droite. Il les a assumées, il en a fait un programme, et qui même me suivent. Et visiblement, les amoureux étaient nombreux. D'autant que, je ne sais pas, mais si on regarde un peu, autant il y a eu une quinzaine de pourcents d'électeurs de gauche, mais les électeurs du Front National, ils ont été ils sont pas très volatiles. Ils n'ont pas été repérés. Ils n'ont pas été. Ils ne se sont peut-être pas dénoncés. J'entendais là en venant. Il parlait de 11 à 12% quand même. D'électeurs du Front National. Moi j'ai lu 10. Oui. Voilà, donc. On ne sait pas pour qui ils ont voté. Alors ça. Non, mais il a probablement raté son mais idée. Sarkozy nous a fait du Sarkozy. Oui, il a fait du Sarkozy 2012. Et du Sarkozy de 2012. Oui, pas du 2007. Il aurait peut-être fait du Sarkozy de 2007 au second tour, peut-être, des primaires. Je ne sais pas. Le rassembleur, oui. Le rassembleur. Puis cette affaire récurrente du j'ai changé. Il y a quelque chose qui... Un peu comme Alain Juppé, quoi. Juppé, oui, mais Juppé l'a mis moins en avant, mais il y a quelque chose qui clochait, quoi, là-dedans. Parce que j'ai changé, mais enfin, c'était du Sarkozy de 2012, tout était tellement attendu, déjà vu, déjà entendu. Après il y a aussi une chose, c'est probablement, il a été président, et peut-être que les Français n'avaient pas envie de repartir pour un tour avec quelqu'un qui était président, qui a perdu une élection. Aux États-Unis, ça arrive quand même très rarement, même quasiment jamais. Le type perd une élection, il ne se représente pas. Il y a Nixon qui est le seul. Mais c'est pour ça que c'était très très rarement. Mais sinon, je veux dire, Giscard n'est pas réussi. On perd une élection, on s'en va. Et surtout celle-là, parce que. Surtout celle-là. Voilà. Oui, non, bien évidemment, ce que je dis n'est pas valable du tout pour une élection au Sénat ou la Chambre des députés, bien évidemment, mais quand on est président de la République, on l'a été
je pense qu'après, il faut probablement passer à autre chose. Quoi. On dit, voilà, je le retire, et que là, les Français... Mais c'est un passionné. Voilà. C'est un passionné de politique, un oui, passionné de la France. Bien sûr. Donc je crois qu'il avait le sentiment très sincère qu'il était le seul à pouvoir redresser la France. Je pense que c'était d'une grande sincérité. Son engagement personnel était d'une grande sincérité. Ça, c'est certain, mais c'est vrai que ça doit être très difficile quand on était président de dire qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Mais enfin, bon, relativement jeune. Oui, non, mais enfin, c'est quand même le boulot le plus passionnant. Ravi d'aller voir la reine d'Angleterre, quand même. Oui, il faut la consoler d'ailleurs. Mais c'est justement ça aussi vraiment qui m'interrogeait chez ce personnage, c'est-à-dire que le coup de je reviens parce que j'estime en toute sincérité que je suis le seul à pouvoir sauver la France, etc. Et je le crois sincère. Oui. Je crois qu'il était sincère lorsqu'il déclarait cela. Mais ça m'inquiète vraiment. Moi, ça me rassure qu'un homme politique dont l'engagement, enfin, vous connaissez ça mieux que nous, c'est quand même énorme l'engagement politique. Donc, heureusement que les hommes politiques et les femmes politiques croient à ce qu'ils font et qu'ils sont persuadés que ce qu'ils proposent est la meilleure des choses. J'espère que vous n'allez pas nous dire que, non, finalement, Fillon, c'est pas terrible. Ben, non, je ne vais pas vous dire ça. J'espère bien que vous pensez que Fillon est le meilleur choix pour la France. Cela dit, honnêtement, est-ce que quelqu'un qui dit je vais être président de la République, est-ce que ça ne fait pas peur? Non, mais il y a une façon de le dire. Non, mais c'est une telle responsabilité quand même. Ah, c'est une responsabilité énorme. Et enfin, le système, de mon point de vue, et le système est peut-être mauvais, extrêmement critiquable, parce que c'est cette affaire de l'homme seul. Alors on dit providentiel ou pas d'ailleurs. Enfin, la rencontre de l'homme et de la nation et du peuple, etc. Enfin, ça a quelque chose. Mais c'est quand même un peu ça. Mais c'est totalement ça. Mais c'est ça, et les gens y croient d'ailleurs. Mais ça marche. Moi, je vais vous dire, vendredi soir dernier, au dernier meeting de François Fillon au Palais des Congrès, j'avais emmené un grand nombre de militants, on était avec un bus, et donc parmi ces militants, il y avait des sarkozystes. Et à la sortie du meeting, ils m'ont dit « Waouh, il s'est passé quelque chose ». Et on a du souci à se faire. Donc même l'homme... C'était vendredi, hein? Oui, c'était vendredi soir. C'était à partir de ce moment-là, c'est grâce à vous. Alors c'est ça. C'est le moment. J'ai un coup de fil à passer à François Fillon. C'est le bus de 44. C'est le bus magique. Le bus magique, ça s'appelle le bus magique. C'est un bus de Macron, mais il n'a pas servi à Macron. À la Porte-Maillot, c'est quand même pas très très loin. Ben voilà, il y avait un élan collectif. Tout le monde cherche pourquoi Fillon a gagné, mais c'est vous. Moquez-vous. Non, pas du tout. Non, mais vous avez raison. Il s'est passé quelque chose dans les 3 derniers jours. De toute façon, enfin ça c'est très clair. C'était construit depuis plus longtemps, mais ça s'est exprimé dans les 3 derniers jours. Cristallisé. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy ne l'a pas vu venir. Personne. Et Juppé encore moins, je pense. Alors, je sais pas, on raconte qu'il y a eu un moment de flottement chez Juppé. Oui, qui a dit est-ce que il était quasiment prêt à acheter l'éponge, je ne sais pas, mais je continue le combat. J'ai décidé de continuer le combat. Il y a eu en fait une rumeur, un bruit vers 9h30, 10h, en disant voilà, il est trop haut, François Fillon est trop haut, c'est irrattrapable. Et finalement, pour l'unité de notre parti, on peut considérer qu'il a déjà gagné et donc on ne fera pas de deuxième tour. Bon, moi j'ai entendu ça. Je l'ai même un peu espéré parce que je trouvais que les arguments étaient bons. En fait, je trouvais que le fait de se dire, voilà, ça aurait été d'une grande élégance et je pense que tout le monde y aurait gagné. Voilà, parce qu'après j'ai vu certains de ses soutiens avoir des propos pas très agréables pour François Fillon. Je me suis dit, ouais, déjà, on est déjà dans cette bataille-là du second tour. Et, on va en parler, mais la bataille va être dure, je pense. La bataille va être très, très difficile. Il y a quand même un fait qui est constant, enfin, dans toutes les élections présidentielles, c'est que, enfin, on verra ce qui se passe dimanche prochain. Il faut se méfier, vous savez. Non, il faut se méfier, on verra ce qui se passe dimanche prochain, mais tout de même, le favori un an avant s'écroule à chaque fois. Voire même 3 ans avant. Enfin, c'est absolument incroyable, c'est une règle... Parce que les Français sont libres, ils n'ont pas envie de voter pour qui on leur demandait de voter. C'est tout. Voilà. C'est les sondages, c'est les Français. Enfin, non, mais les sondages, alors moi je suis une ancienne de la Sofres, donc je peux en parler. Les sondages sont des modèles magnifiques qui ne marchent que lorsqu'on connaît ce qu'on mesure. Or là, on ne connaissait absolument pas ce que nous mesurions. Donc, en fait, les mesures étaient faites sur les écuries de chacun des candidats. Voilà. Et donc, ça ne pouvait pas marcher. Alors, Florence, parlons un peu du programme.
C'est pas moi qui vais parler du programme. C'est vrai que, alors, bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais enfin, quand même, économiquement, c'est un programme très libéral, c'est un programme assez dur, avec beaucoup d'économies sur les finances publiques, 30% pour l'État, 20% pour les collectivités locales, pour une somme de 110 milliards d'euros, quand même, c'est ce qui est énorme. Suppression de 500 000 fonctionnaires. Hausse de 2% de la TVA, baisse de 40 milliards d'aides aux entreprises pour baisser les charges et baisse de l'impôt sur les sociétés à 25%. C'est quand même... Alors, et puis, hausse du boulot chez les fonctionnaires. Quand même. Oui, et passage de 35 à 39 heures chez les fonctionnaires pour compenser... Il va falloir bosser. Pour compenser je vais y penser. La perte la suppression de 500 000... Je vais y penser, mais ça ne me fait pas rire. Est-ce que... Non, mais... Alors, c'est bon, c'est un programme... Est-ce que ça peut passer? Quand on voit quand même la loi El Khomri, les réactions de la population, des syndicats, c'est bien qu'ils sont faibles, etc. Mais ça ne se fait pas de la même manière. Parce que là, c'est annoncé, il y a encore 6 mois avant le mois de mai, donc les gens vont vraiment savoir pourquoi ils votent. Quand ils ont élu François Hollande, ils ne l'ont pas élu pour El Khomri. Donc... ça, c'est clair. Vous pensez que la légitimité de l'élection suffira à faire passer des réformes aussi? J'imagine qu'il y aura quand même du monde dans les rues. Il y aura du monde dans les rues. Ça ne va pas l'empêcher. Puis c'est de la démocratie de pouvoir aussi s'exprimer dans la rue. Mais cela étant, il faut qu'il aille vite. Et je pense que c'est son objectif. Ouais. Il faut aller très vite sur des réformes importantes. Après, voilà, 500 000 fonctionnaires, moi j'ai un peu un point d'interrogation sur la façon dont ça va s'étaler dans le temps. Parce qu'il ne va pas faire 500 000. Non, au mois de juillet 2017, non. Ça, c'est clair. Moins 500 000 je pense pas. Oui, c'est sur le quinquennat, mais il y a aussi 500 000 départs à la retraite. Il y a 500 000 départs. Voilà. Oui, donc sur 5 ans, il y a 500 000 départs à la retraite. Comment tout ça va s'articuler? Je suis un peu dubitative. Et je suis dubitative sur le fait que de faire travailler, puis j'en ai fini, de faire travailler les fonctionnaires de 35 à 39, ça ne va pas combler le départ des fonctionnaires, ça ne va pas combler sur les problèmes. C'est pas faisable. Si, ça va être faisable. Après, combien ça va coûter? Et puis, comment on fait pour ne pas déstabiliser, quand même, ne serait-ce que la justice, la pénitientiaire, les hôpitaux, la police, l'université, les écoles. Enfin, voilà, des fondamentaux sur lesquels on a besoin un peu de monde. Là aussi, vous avez vu que François Fillon a quand même beaucoup de courage, parce que quand les autres disent qu'il faut remettre des effectifs dans la police, etc., il admet juste des augmentations d'effectifs, d'ailleurs dans la justice, où il dit la justice est sinistrée, il faut redonner les moyens à la justice de travailler correctement, il faut redonner des moyens au milieu pénitentiaire pour travailler, il faut reconstruire des prisons. Donc tout ça, ce sont aussi des emplois publics. Non, moi je pense qu'il y a déjà un rythme de départ à la retraite, vous l'avez dit tout à l'heure, qui fait qu'on va pouvoir amorcer ça, et puis surtout l'augmentation du temps de travail qui va pouvoir compenser ça. Et je pense qu'il y a une réforme de la fonction publique qui doit être envisagée. La fonction publique territoriale, par exemple, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui en 2017 qu'un jardinier, qu'un plombier, qu'une secrétaire, soit des fonctionnaires. Donc je pense que c'est tout ce rythme-là qui doit être engagé. Il faut qu'il soit engagé avec audace, il faut qu'il soit engagé avec ambition, parce qu'il faut réduire les dépenses publiques. Et comme j'allais dire Nicolas Sarkozy, vous voyez, comme François Fillon faut s'y faire. A fait le pari, mais je m'y veux mieux fait très très bien, a fait le pari de relancer le pays par l'économie, il met le paquet sur les entreprises, et c'est la raison pour laquelle je pense que son choc va commencer par un choc auprès des entreprises avec une baisse des charges, qui au passage va bénéficier aussi aux salariés, puisque les charges patronales vont être baissées, mais les charges salariales vont être aussi baissées, ce qui permettra d'absorber la hausse de la TVA, qui elle-même améliorera la compétitivité de nos entreprises. Voilà. Donc, tout ça est un tout. En réalité, tout ça est un tout qui forme quelque chose de cohérent et qui va permettre de relancer l'économie. Mais alors, comment il paye quand il va demander aux fonctionnaires de travailler 39 heures? Donc, c'est une augmentation de... C'est une négociation qui va s'engager avec la fonction publique. D'accord. Évidemment, il ne paiera pas 39 heures. C'est pas payé 39 heures. Non, c'est une négociation qui va s'ouvrir avec la fonction publique pour entre 35 et 39 heures, voir quelle est la part d'augmentation de salaire, quelle est la part d'amélioration des statuts qui va être et d'augmentation possible des différents statuts de la fonction publique, et puis la part qui ne sera pas compensée.
Est-ce qu'il peut jouer sur les primes, parce qu'il y a des bien sûr, oui, bien sûr, oui. bien sûr, sur les avancements, sur les tableaux d'avancement, sur la façon dont on va pouvoir prendre en considération les primes qui sont notamment pas prises dans les systèmes de retraite. Et ça aussi, ça va Exactement. faire l'objet d'un. Exactement. Mais ce qui est en tout cas assez plaisant, je pense que ça a sûrement touché énormément de gens, c'est que Fillon ne promet pas des lendemains très, très faciles. Et donc, du coup, on a tendance à le croire. Parce que... Il y a un cursus communisé, le discours de la déprime. Ouais, mais c'est bien. Il dit, voilà, si je donne le pouvoir, ça va pas être facile. On va prendre des décisions peu populaires, etc. Oui, Non, mais c'est plutôt bien. On a l'impression. Vous ne connaissez pas bien, en fait. On a l'impression. Non, dans l'expression de ses idées, pardon. Je ne parle pas de la personne. Moi, je trouve agréable qu'un homme politique ne promette pas la lune systématiquement, mais dise la situation est compliquée, on va être obligé de prendre des décisions pas forcément populaires. Alors pour le coup, c'est pas plus promet les Juppé qui choses. fait ça, qui fait un programme plutôt alors sans de grosses promesses, justement, sans dire on va tout attaquer, mais justement un programme assez neutre, enfin, c'est plutôt lui qui ne fait pas rêver. C'est plutôt Juppé, non, dans ce cas-là, qui est plus réaliste. Oui, mais enfin, le traitement promis par Fillon est quand même assez rude. Enfin, j'imagine quand même qu'effectivement, du côté de certains fonctionnaires, ils sont déjà en train de prendre les pancartes. Les Français savent bien que si on veut repartir vraiment, il faut quand même qu'on... Oui, mais j'imagine que ce que dit François Fillon aussi, c'est qu'effectivement, il va prendre des décisions qui seront des décisions impopulaires, mais d'abord, il les annonce avant, et donc il n'y aura pas d'imposture entre la posture présidentielle et les actions qui seront réalisées assez rapidement dans son mandat. Et puis surtout, il dit si c'est pas nous qui faisons ces réformes, alors ça sera Bruxelles, comme ce qui s'est passé en Grèce, en Espagne ou au Portugal, où là, la fonction publique, elle a beaucoup plus souffert qu'avec simplement un effort de 35 à 39 heures. Il ne prévoit pas de baisse des déficits dans les 2 premières années. Non, il ne prévoit pas de baisse de déficit parce que son plan, c'est d'aller à Bruxelles. 4,5%, voilà, c'est d'aller à Bruxelles, de dire voilà, j'ai besoin du déficit de 4,5% pour faire les réformes structurelles qui sont nécessaires, mais je fais les réformes. Le problème de Bruxelles et des 3%, c'est d'avoir toujours 3% ou d'être au-dessus de 3% sans faire les réformes. C'est ça la problématique aujourd'hui de notre pays. Et Bruxelles est tout à fait capable d'entendre, OK, 4,5%, 4%, si derrière les réformes sont faites, parce qu'elles paieront à... Regardez aujourd'hui Marisol Touraine qui se gausse que les dépenses sociales vont bien. Mais pourquoi elle se gausse? Parce qu'en 2010, il y a quelqu'un qui s'appelait François Fillon avec Éric Woerth qui ont fait la réforme des retraites dont on bénéficie aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui les comptes sociaux sont à l'équilibre. C'est pas parce que Marisol Touraine a fait 3 fois le tour des hôpitaux. Stéphane, sur le programme de Fillon? Oui, il y a simplement deux ou trois observations. La première, c'est que j'imagine mal François Fillon en Thatcher français, parce que, alors, on lui avait fait la remarque en disant mais quel regard portez-vous sur Margaret Thatcher, et il a répondu de manière assez positive d'ailleurs. Je l'imagine assez mal dans ce rôle, parce que il y a quand même une filiation que François Fillon ne dément pas à l'égard de Philippe Séguin. On sait, enfin, j'imagine ce que représente Philippe Séguin pour François Fillon. Et, enfin, Séguin, c'est l'incarnation de ce qu'à une époque on appelle le gaullisme social, avec bon vieux temps de Capitan, etc., du gaullisme de gauche, de la participation, etc. Donc j'imagine quand même mal, je pense que François Fillon est plutôt fidèle à ce genre de racines, donc je l'imagine assez mal en casseur. Vous ne croyez pas que c'est quand même beaucoup éloigné de ce qu'était Philippe Séguin, du gaullisme social? Qu'est-ce qu'il y a du gaullisme social dans son programme? Oui, mais justement, je vais en rajouter. Non, il ne va pas en rajouter, mais Non, mais justement, c'est une question que je pose. La participation, par exemple, vous parliez de la participation. Oui, François Fillon l'a mis dans son programme comme étant un moyen aussi de renouer le lien entre l'entreprise et les salariés, de rendre plus facile justement la participation. Et puis, j'allais dire, il a des garants autour de lui de ce gaullisme social. Gérard Larcher, le rappel à l'ordre, si jamais le libéralisme est trop grand, il y a autour de lui des gens qui c'est un homme de droite classique. Alors, est-ce que c'est un homme de droite classique ou un gaullisme social? Gérard Larcher est un homme de droite, ça fait partie de la droite classique. Des piliers de la droite classique, enfin la droite classique française. La droite n'est pas antisociale. La droite considère que le social doit être au cœur de tout, et doit être financé par une économie qui fonctionne. Voilà, c'est une grande différence par rapport à la gauche, qui met d'abord le social et qui empêche les entreprises de fonctionner, considérant que l'argent tombe du ciel comme ça. C'est bien, mais vous me permettez quand même de dire que c'est quand même pas le
social qui apparaît en premier dans le programme qu'il propose aujourd'hui. Moi, je trouve Ou alors, que si, parce que quand on a l'ambition de faire le plein emploi pour les gens, d'aller vers le plein emploi en 5 ans, il n'y a rien de plus social que ça. Voilà, qui ne promet pas le plein emploi Lui, François Fillon. Non, mais qui ne le promet pas, je veux dire, Juppé aussi. Je ne suis pas sûre. Et je pense que Macron le promet aussi, que Valls le promettra aussi. Alors ça, c'est l'histoire de la gauche. Mais on y viendra. Ça n'était pas la gueule de l'autre avec Michel Serrault. Mon programme tient en 3 points, le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. C'est ça. Et le peuple. Et le peuple. Oui, justement, alors, une question sur l'Europe aussi, parce qu'on en parle relativement peu. Il a voté contre Maastricht. Oui. Il était dans la lignée de Philippe Séguin, qui était plutôt un souverainiste, qui n'est pas un grand débat en 82. Absolument, contre Mitterrand. Est-ce qu'il est moins européen que Juppé? Moi, je pense qu'il est très européen. Vous avez raison de dire que les journalistes l'ont assez peu interrogé sur l'Europe et ça n'a pas été un sujet de campagne qui a été abordé, notamment pendant les débats, et c'est bien dommage. Je pense que François Fillon fait partie des gens qui veulent une Europe forte, des candidats qui veulent une Europe forte, mais qui veulent reconstruire l'Europe. Enfin, c'est un peu tarte à la crème aujourd'hui de dire cela, mais il veut reconstruire l'Europe autour des pays fondateurs, autour des pays qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie de refaire des frontières européennes, qui partagent un certain nombre de défis industriels, de défis d'entreprise. Et voilà, il veut refonder cette Europe forte, ce cœur de l'Europe forte. Donc au contraire, je crois qu'il a très très envie de cette Europe, qu'il sait qu'on a besoin. L'Europe des nations, il est quand même pour l'Europe des nations. Ah oui, l'Europe des nations, pas l'Europe fédérale. L'Europe des nations. Ah non, pas du tout, du tout. Non, il le revendique comme tel. Et d'ailleurs, il est prêt d'ailleurs à sortir d'un certain nombre de dispositifs européens si il ne retrouve pas la nation. Je pense à la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Il dit il y a un moment, la France se détermine. Si on n'est pas d'accord, sort. Je vais faire bouillir l'avocat qui est là. Vous faites bouillir le professeur de droit aussi. Il faut bien un peu que je vous titille. Alors, pourquoi? Non, mais dites pourquoi. Non, parce que, si vous voulez, il y a une série, alors je ne sais pas si le terme fait sursauter ou pas, mais il y a une série d'acquis en matière d'état de droit sur lesquels, de mon point de vue, on ne peut pas raisonnablement revenir. Songez qu'un État comme la Turquie, dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, qui n'est pas florissante au regard des libertés fondamentales, ne songe même pas à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, on sait que c'est assez facile d'aller taper sur Bruxelles ou sur Strasbourg lorsque les choses ne vont pas comme elles doivent être. Mais il faut réaliser quand même ce qu'a apporté la Convention européenne, telle qu'interprétée par la Cour, à la situation française, aux droits et libertés, et le contrepoids tout à fait remarquable que cela représente. On est en situation d'état d'urgence. On sait que l'état d'urgence, ça ne peut pas durer de manière éternelle. Voilà un exemple topique dans lequel on voit que le contrepoids ici joué par la Cour est important, mais sans être nécessairement un obstacle d'irriment, sans empêcher que les choses se déroulent. Votre démonstration est très convaincante sur la France, moins sur la Turquie, parce que justement... Non, mais détrompez-vous, pas bien. Détrompez-vous. La Turquie a encore un chemin considérable à faire, et encore plus depuis le mois d'août. Mais sans les recours possibles auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, la situation serait pire. Pourquoi ? Parce que les citoyens turcs vivraient enfermés, encerclés dans un régime qui aujourd'hui démontre évidemment qu'il n'est pas prêt à intégrer l'Union européenne et qu'il ne respecte pas les droits et libertés. Permettez-moi de vous dire que la situation de la France est quand même un peu différente de celle de la Turquie et que voilà, je préfère une France qui s'oppose à la Cour européenne des droits de l'homme sur un certain nombre de données que la Turquie qui fait semblant d'y être, et je ne suis pas bien sûre que les droits de l'homme soient très, très respectés en Turquie. Donc je comprends votre point en disant voilà, c'est une protection. Moi je considère qu'il y a un certain nombre de points, et évidemment les phénomènes sociétaux sont au cœur de ce sujet. La gestation pour autrui, par exemple, c'est un différend fondamental entre François Fillon, une partie des Français, une grande partie des Français, et la Cour européenne des droits de l'homme. Et voilà. Et sur ce point-là, François Fillon dit juste, je souhaite pouvoir avoir une position qui soit une position respectée. C'est-à-dire que, pour simplifier, la Cour européenne des
droits de l'homme permet, par exemple, à des couples homosexuels. Pourrait permettre aujourd'hui à des couples homosexuels qui ont recours à la PMA d'avoir recours à la GPA, ce qui, pour un certain nombre de Français, est la alors ligne, que c'est interdit par la loi française. La ligne rouge, voilà, est la ligne rouge, voilà. C'est sur ces points-là, voilà. C'est vrai que sur le plan sociétal, il est ligne rouge, mais ça avance parce qu'il y a des cours d'appel administratifs en France qui avancent sur ces sujets-là. Oui, d'ailleurs. bien sûr. Oui. Plutôt. Mais c'est vrai que sur le plan sociétal, il est plutôt un conservateur classique. Enfin. Oui, voilà. C'était un homme de droite. Oui, là pour le coup, je ne sais pas si c'est social, mais c'est classique. Mot, parce qu'il faut aller très vite, mais sur le plan... respectueux, pardonnez-moi je vous coupe. Oui, mais pendant l'émission politique qui avait lieu sur France 2, il a été confronté, on va dire, à une jeune femme qui était mariée avec une femme, qui avait eu 2 enfants de PMA. Moi, je suis allée discuter, ils n'étaient pas d'accord, forcément, et je suis allée discuter avec cette jeune femme qui m'a dit... nous ne sommes pas d'accord, mais c'est la première fois que je me sens dans un débat avec un homme politique de premier plan, pendant lequel je me suis sentie considérée, écouter, et même si on n'est pas d'accord à la fin, je suis respectueuse de ce qu'il pense. Et j'ai trouvé que voilà, c'était plutôt un bon point. Pardon de vous avoir... Non, je vous en prie. Non, je parlais de l'Europe, il y a aussi la politique internationale, alors on n'a pas vraiment le temps d'en parler, mais est-ce qu'il a pris des positions, non pas pro-Poutine, mais enfin pour renouer en tout cas le dialogue avec la Russie. Est-ce que l'élection de Trump risque pas de changer tout ça? C'est-à-dire que là, on était dans une politique internationale qui était dominée par où il y avait quand même les États-Unis qui étaient là. Si la politique des États-Unis consiste à se retirer un peu de la politique internationale, ce qui est quand même la campagne de Trump, est-ce que ça va pas changer quand même les relations que la France pourrait avoir, notamment avec la Russie? En tout cas, parce que là, c'est de leur laisser à Poutine un champ. Ça ne change pas la position de François Fillon, encore une fois, qui est assez claire. C'est-à-dire que quand on est président de la République d'un pays comme la France, on ne laisse pas qui que ce soit aux États-Unis et Poutine discuter au-dessus de nos têtes et se serrer la main au-dessus de la tête de l'Europe. Il faut qu'on soit dans la négociation, et donc pour ça, il faut discuter avec Poutine. Il faut discuter d'abord avec les Russes. Donc aujourd'hui, les Russes sont incarnés par Poutine. On l'aime pas, peu importe. Enfin, c'est pas le problème. On ne tourne pas le dos à un grand peuple comme le peuple russe, pas plus qu'on ne tourne le dos aujourd'hui à un grand peuple américain, même si aujourd'hui il est incarné par Trump et que ça nous plaît pas. Bah oui, mais ça nous plaît pas, mais on n'est pas américain. Et il faut qu'on discute avec les États-Unis et il faut qu'on discute avec les Russes, parce que ce qui se passe au Moyen-Orient et la bataille que nous menons contre l'État islamique ne peut pas être menée tout seul. Et surtout tout seul en Europe, quand on sait que la France est la seule à payer, grosso modo, la politique de la défense. Donc il y a un moment, on ne peut pas se retrouver seul au monde, avec notre petit pays, 65 millions d'habitants, contre l'État islamique, qui est une pieuvre internationale, contre les Américains et contre les Russes. Enfin, c'est pas possible. Alors, on verra ce qui va se passer entre les 2 tours. C'est probable que le débat, vous le disiez tout à l'heure, peut-être sera un peu plus dur. En tout cas, Alain Juppé disait projet contre projet. Donc, mais en cas de victoire de Fillon, je vous pose la question, est-ce que la victoire de Fillon n'ouvre pas une place quand même plus grande à une candidature du centre, à une candidature de gauche ou de gauche modérée, que ne l'aurait laissé la victoire de Juppé? Une candidature du centre, ce serait au-delà du scandale. Enfin, là, je ne comprendrais pas des centristes qui osent se présenter à partir du moment où ils ont... Mais Bayrou peut tout faire. Ça, de son ami Bayrou, là on peut s'attendre à tout, mais surtout au pire. Mais franchement... Bayrou n'a jamais dit qu'il était engagé par la première. Mais ce serait un discrédit total pour lui. Je pensais à Macron, je pensais à Valls, je pensais... Ah oui, c'est peut-être à Bayrou d'ailleurs, mais... Tu vois Valls comme un centriste. Contre gauche. Ouais. Enfin, c'est pas gauchiste. Non, je suis d'accord. Non, mais est-ce que non, mais on l'a dit tout à l'heure. Enfin, le programme de Fillon est clairement un programme de droite. Oui. Le programme de Juppé était un programme un peu plus matiné de centrisme, si on peut dire. Donc, j'aime bien que vous utilisez l'imparfait. Parce que j'ai dit que je me plaçais dans l'hypothèse de la victoire de François Fillon. Hein. Je n'ai pas résisté, pardon. Donc, je me demande, est-ce que ça n'ouvre pas quand même un petit espoir pour ceux qui se pensaient battus jusqu'ici, quoi? On le disait tout à l'heure, la gauche est tellement divisée, et je pense que ce n'est qu'un début, où alors, la décrépitude et la division ne font que continuer. Donc peut-être
un espace existe-t-il pour Macron, pour Valls? Vous pensez que le vainqueur de la primaire de droite sera le prochain président de la République? Il y a de fortes chances, bien sûr. D'accord. De fortes chances. Donc on va prendre des De paris. fortes probabilités, mais je ne parierai pas. Parce qu'il y a quand même 6 mois, est-ce que ça n'a pas été... Parce que c'était un des calculs de Hollande, justement, qui était de dire, la dernière fois, quand ils ont fait les primaires en 2012, c'était un peu tôt, et c'est vrai qu'il y a eu un creux de vague pour lui, à un moment, où Nicolas Sarkozy l'a rattrapé. Et là, 6 mois, il va être 6 mois à en prendre plein la figure, quand même, de tout le monde. C'est long, hein? Oui, c'est long. Oui, c'est long. C'est long. C'est long et il va être beaucoup critiqué. Nous, on le voit dans les questions d'actualité au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quand on interroge un ministre sur n'importe quel sujet, en fait, au lieu de répondre de leur propre politique, ils attaquent systématiquement le programme de droite. Donc ça va être un peu long. Ouais. Alors, dernière question, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on a vu hier que la défaite de Nicolas Sarkozy, ça veut peut-être dire aussi 5 ans, ça suffit. Est-ce que vous pensez qu'Hollande l'a regardé comme ça, ce message? C'est à moi que vous posez la question. À tout le monde, non, à tout le monde. Non mais c'est vrai que non mais attendez. Je pense que Hollande est dans sa logique, il est dans son idée de se représenter. Nous on le voit bien dans la façon dont il fait ses visites sur le terrain. Donc il soit dans l'idée, oui, mais après il y a la possibilité, il y a la situation quand même. Moi je crois qu'il lâchera pas. J'ai pas le sentiment qu'il lâchera, aux grandes dames de Manuel Valls d'ailleurs, mais je pense qu'il lâchera pas. Maintenant c'est un pronostic d'une modeste parlementaire, enfin, mais voilà, je pense pas qu'il. C'est une double mauvaise nouvelle. Il a perdu son meilleur ennemi et il y a quand même, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis aussi. Il y a quand même le sortez les sortants qui est quand même très fort, non? Oui, franchement, compliqué pour lui. J'ai l'impression que c'est une bourrasque sur les sortants et sur les revenants. Enfin, et sur les revenants, oui. Les sortants, les revenants, enfin tous ceux qui ont été un jour ou l'autre au pouvoir. En même temps, je suis pas sûre qu'un positionnement où il se représente pas ne soit pas non plus pas très courageux, vécu comme un manque de courage, un manque d'audace. Il y a le côté aussi abandon, donc je ne sais pas quel sera son calcul personnel. On n'est jamais aussi populaire quand on est ancien président et qu'on n'est plus dans la politique. Il aurait pu se décider bien avant en disant je ne me représente pas, ça n'aurait pas été vécu comme un abandon. Mais là maintenant, à l'heure où nous parlons, je veux dire, si tout d'un coup il dit j'y vais plus, on a vraiment l'impression qu'il dit j'abandonne. Ça serait pas cohérent, ce serait pas très grand. Oui, et puis il aurait dit avant qu'il n'y allait pas, immédiatement ça aurait été la foire d'empoigne et on aurait perdu toute la dernière année de son quinquennat. Merci beaucoup, Sophie Primaire, d'avoir été avec nous. Merci à Florence Mercadet, merci Stéphane Monceau et merci Jean-Charles Lajoie. Voilà, l'émission est terminée. Bon, on en fera une autre lundi prochain parce qu'il y a quand même un deuxième tour. Il y a un deuxième tour. Merci beaucoup. Merci.